Les barrières que tu as face à toi sont celles que tu te crées toi-même. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toute chose qui nous rappelle que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je reçois Ingrid Gonzalez, directrice commerciale Google États-Unis et Canada. Bonjour Ingrid. Bonjour. Alors Ingrid, c'est une grande fierté de te recevoir aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu inaugures la première version distancielle et qui plus est transatlantique de ce podcast, car tu es actuellement à Miami, Vénard. Et la seconde, c'est que je sais que tu as un emploi du temps extrêmement chargé et que malgré tout, tu as bien voulu prendre le temps aujourd'hui d'échanger sur ce thème que tu incarnes si bien, du cheminement et de la transformation. Et pour ces deux raisons, un grand merci. Merci Thierry. Alors Ingrid, tu es née du côté français des Pyrénées, de parents immigrés, une maman espagnole et un papa italien. Et dans ce milieu multiculturel qui est un peu ta marque de fabrique, tu développes dès ton plus jeune âge une âme d'exploratrice tout en conservant une grande fierté de tes origines. C'est d'abord avec la littérature que tu t'évades et que tu parcours le monde. Dès l'âge de 4 ans, tu lis le journal avec ton grand-père, l'homme qui, comme tu dis, aura un impact déterminant sur toi parce qu'il te fait confiance et croit en toi. Très jeune, tu développes une aptitude hors norme pour la natation. Tu es d'ailleurs sacrée championne de France 5 années consécutives, ce qui t'offre l'opportunité de t'échapper de tes Pyrénées natales. Encore aujourd'hui, c'est le sport qui te permet de te centrer et te donne cette grande force qui te caractérise. Toutefois, tu dois faire un choix entre le sport ou les études, les JO ou l'école de commerce, et tu choisis la deuxième option et t'éloignes pour un temps des bassins et de tes montagnes. Pour ton année de césure, au début des années 2000, tu pars en stage pour IBM à Sydney, où tu couvres également la Nouvelle-Zélande et le Japon, une première expérience internationale qui sera le prélude à bien d'autres. Tu es ensuite repéré par IBM dans le cadre du programme HEC Entrepreneur que tu suis en parallèle de tes études. Et tu fais une rencontre déterminante, celle de ton mentor, Nicolas Sekaki, qui deviendra patron d'IBM France et ton coach de vie. En rentrant d'Australie, malgré une proposition alléchante pour entrer chez IBM à seulement 20 ans, tu choisis Altran qui t'offre ton premier rôle de manager. Ton aisance avec les langues, tu maîtrises en plus du français l'anglais, l'espagnol, l'italien et le japonais, t'ouvres les portes de grandes entreprises telles que Dell puis Microsoft. Après 2 ans de succès en Europe, tu es repéré par le general manager de Microsoft à New York et tu poursuis ta carrière aux États-Unis jusqu'en 2017 où les sirènes de Google viennent te convaincre de les rejoindre, d'abord en tant que directrice commerciale cloud et depuis 2 ans en tant que directrice de Gemini, le puissant moteur d'intelligence artificielle de Google, pour leur suite collaborative sur la zone Amérique du Nord, basée à New York, puis désormais à Miami, d'où tu nous parles. En plus de tes responsabilités chez Google, tu es à la tête de la fondation Positive Planet aux États-Unis et tu mentors des jeunes filles vulnérables au Kenya. Tu es passionné par les sujets de diversité et d'inclusion et tu mets beaucoup d'énergie à soutenir les jeunes femmes dans leur carrière. Ce qui impressionne, c'est toi, Ingrid, c'est ta grande énergie et la détermination que tu mets dans chaque chose que tu entreprends sans jamais renier tes origines et les valeurs qui leur sont associées. Et malgré ton chemin impressionnant, tu conserves une âme de disciple tout en ayant à cœur de transmettre aux générations futures l'audace, tout comme toi, de faire voler les barrières et de libérer leur potentiel. Ingrid, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te faire réagir sur le chemin que je viens de retracer. Qu'est-ce que ça évoque pour toi et qu'est-ce que tu ressens en reparcourant ce chemin? Eh bien, je crois que j'ai toujours souffert de ça, mais quand je t'écoutais parler, Thierry, c'est toujours le syndrome de l'imposteur. Est-il en train de parler de moi? C'est vraiment un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, je travaille encore, puisque c'est la première émotion et feeling que j'ai ressenti lorsque tu as décrit mon parcours. C'est intéressant. On reviendra peut-être sur ce syndrome parce que avec les invités que j'ai reçus sur ce podcast, c'est quand même un grand fil rouge. On le retrouve beaucoup, ce syndrome de l'imposteur. Et donc, ça m'intéresserait peut-être un petit peu plus tard dans la discussion d'avoir ton approche sur comment le combattre et comment le dépasser. Écoute, il y a vraiment une première question que j'ai envie de te poser, Ingrid, c'est qu'est-ce qui te fait courir? Parce que quand on regarde ton chemin, on a le sentiment que tu es en perpétuel mouvement et que tu n'arrêtes jamais. Et donc, je me dis, qu'est-ce qui fait avancer? Qu'est-ce qui fait courir, Ingrid?
Je crois que c'est le désir d'apprendre. J'ai une curiosité que j'ai développée depuis toujours. D'ailleurs, mon grand-père me disait, mais arrête, arrête. Parce que je lui posais toujours la question, pourquoi? Pourquoi si? Pourquoi ça? J'avais toujours envie de découvrir, de comprendre comment les choses fonctionnaient, pourquoi le monde tournait de cette manière, pourquoi il arrivait telle ou telle chose dans ma vie au quotidien. Et je pense que cette curiosité, je l'ai toujours portée avec moi dans toutes les expériences personnelles et professionnelles. Et elle t'a mené jusqu'à Miami, d'où tu nous parles aujourd'hui. Absolument, elle m'a menée à accomplir tous mes rêves, car elle m'a ouvert des portes. Elle m'a permis de comprendre ce qui se passait autour de moi, dans mon environnement professionnel et dans mon environnement personnel, et ce qui a guidé chacun de mes pas. Et pas à pas, j'ai réussi à accomplir un objectif après l'autre avec beaucoup de patience. Mais il est vrai que j'ai découvert, grâce à cette curiosité, qu'on pouvait accomplir beaucoup de choses. Alors Ingrid, tu sais, ce podcast, il s'appelle C'est le chemin qui compte, et tu as déjà beaucoup cheminé à travers toutes sortes de rôles, de missions ou même de territoires, parce que tu as un peu parcouru le monde. Et je voulais savoir si tu pouvais partager un peu avec nous la manière dont toi, tu as procédé pour trouver ta voie, trouver ton chemin. Comment tu t'y es prise? Très jeune, je me suis sentie très seule et souvent perdue et incomprise. Je me trouvais très, très différente des personnes qui m'entouraient. Il a été très difficile pour moi de dessiner mon propre chemin, n'ayant aucune personne sur qui compter, aucun référent sur lequel m'appuyer, qui aurait pu comprendre ma singularité, étant issue d'un milieu, d'une famille, comme tu l'as très bien décrit, d'ouvriers, d'immigrants, qui sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale pour échapper à la faim et au communisme. Mais donc, je me rappelle, lorsque j'étais enfant, mon grand-père me racontait son périple de 3 jours en marchant, car il n'avait pas d'argent, pas une pesette en poche. Quand on comprend cette histoire, je me suis retrouvée et j'ai grandi dans ces Pyrénées, dans un village qui s'appelle Campan, à 900 mètres d'altitude, mais je suis née avec cette envie d'ailleurs. Et j'ai très rapidement compris que dans cette montagne, dans ce petit village, il allait être très difficile pour moi d'exister. Et donc c'est ce qui t'a mis en chemin, tu dirais, c'est effectivement cet isolement, à la fois géographique, mais peut-être de ne pas trouver les relais autour de toi qui permettaient de libérer ton plein potentiel, qui t'ont poussé à sortir de ces montagnes et à entamer ton chemin? Alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont donné envie de partir. Au début, il était très dur, mes grands-parents ne parlaient pas français. À l'époque, les immigrés espagnols ou italiens se précipitaient sur les emplois que les Français ne voulaient pas. Mon père était le 4e de 8 enfants. Maman était issue d'une famille de 3. Je regardais notre manière de vivre en comparaison avec les autres enfants. Ma grand-mère était femme de ménage, mon grand-père était bûcheron et minier. Mes 2 parents n'ont pas été à l'école. Maman, je me rappelle, me disait, j'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans pour pouvoir ramener de l'argent à la maison, pour pouvoir manger. Et donc, j'ai grandi dans ce village des Pyrénées où il y avait beaucoup plus d'animaux que d'êtres humains. Malgré tout, mes grands-parents qui m'ont élevée m'ont inculqué des valeurs extraordinaires. J'ai toujours eu un très, très grand respect pour ma famille, pour ce qu'ils ont enduré, mais j'avais envie d'ailleurs et de voyage. Comme tu l'as précisé, j'ai d'abord voyagé au travers des livres. Et donc, j'ai exploré ce monde et j'avais toujours ce rêve de pouvoir explorer ce monde qui m'attirait tant. Ouais, donc c'est les livres, la littérature qui t'ont donné cette ouverture, cette fenêtre sur le monde depuis les Pyrénées où tu grandissais. Et ton grand-père aussi, qui était une figure importante pour toi, tu le rappelais. Absolument, c'était un autodidacte. Lui qui arrivait après l'âge de 30 ans, qui ne parlait pas français, a commencé à lire. Et moi-même, prenant l'exemple sur lui pour décrypter une langue qui n'était pas parlée à la maison, qui était le français, pour pouvoir communiquer et justement mimer cet homme que j'admirais tant. Mais ce qui m'a fait vraiment voyager physiquement, ça a été la natation. Donc à partir de l'âge de 10 ans, j'ai découvert par hasard ce sport. Et très très rapidement, je suis devenue, quelques mois après avoir plongé dans un bassin pour la première fois, je suis devenue championne de France, et ce 5 ans consécutivement. Et j'ai découvert cet amour par la natation qui m'apportait justement beaucoup de reconnaissance personnelle, mais surtout, ce que j'avais toujours souhaité faire, c'est de pouvoir sortir de ce petit village, découvrir, apprendre et à développer cette curiosité que j'avais. Et j'ai commencé à découvrir mon potentiel grâce à mon coach.
Jackie Cotte. C'est lui qui m'a fait croire que l'impossible était possible. Il aimait me dire que tout était possible. Et j'ai un mot que j'aime beaucoup en anglais, c'est le mot impossible, puisque dans ce mot-là, en anglais, il y a I am possible. Et c'est quelque chose qui me fascine, parce que souvent on arrive sur des sujets, sur des problématiques avec parfois la barrière, c'est impossible. J'adore résoudre des problèmes, et c'est ce qui à l'époque m'a beaucoup motivée. D'accord, donc tu as été une leçon de vie, le sport, donc les bassins et ton coach qui ont été déterminants pour toi quelque part. Mais absolument. La natation m'a appris la discipline, le sacrifice, le dépassement de soi-même. Ça m'a permis de développer une volonté de faire. Mais c'est été grâce à cet homme, Jackie, mon coach, qui me disait, Ingrid, les barrières que tu as face à toi sont celles que tu te crées toi-même. Ce sont tes propres barrières mentales. Et donc, il jouait avec moi chaque jour en me disant, crois en toi. Tu peux les dépasser. Et ça a été vraiment une lutte constante que j'ai rencontrée à de nombreuses reprises pendant ma carrière. Mais je me rappelais de cet homme qui m'a toujours aidé à trouver ses ressources en moi, les ressources qui étaient nécessaires pour me dépasser. Et jour après jour, compétition après compétition, c'était une course contre la montre, une course contre moi-même. Et j'étais moi-même très étonnée de cette capacité de gagner chaque jour des millisecondes. Et ça m'a donné confiance en moi. Il m'a prouvé ma capacité de pouvoir me dépasser une limite que je croyais déjà atteinte. À de nombreuses reprises, regardant la montre, lorsque j'ai atteint la minute aux 100 mètres nage libre, j'ai dit, je n'y croyais pas. J'imagine qu'il y a une dimension que peut-être tu éludes, mais par modestie, c'est celle du travail, parce que pour arriver à ce niveau de compétition, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'entraînement. On voit effectivement les quelques secondes, minutes qui sont consacrées à la compétition elle-même, mais en arrière, il y a énormément de travail et d'entraînement et d'abnégation quelque part pour arriver à ce niveau. Absolument. C'était un réveil chaque jour à 5 heures du matin. C'était une grande discipline. Et dans quelle mesure tu dirais que cette discipline des bassins, tu l'as amenée dans ta vie de tous les jours et aussi dans la vie professionnelle? Complètement. Je pense que d'ailleurs, ça m'a aidé à trouver des emplois. Ça m'a aidé à intégrer certaines équipes. Ça m'a aidé dans la rigueur dans mon travail, dans la persévérance, dans l'échec, ok, mais on va le dépasser, on va trouver des solutions. Et c'est vraiment, ça fait partie de mon ADN. À tel point que tu me disais que ce matin, tu étais dans le bassin très tôt et que tu as fait 2 kilomètres ce matin de nage, quoi. Donc, Voilà, et j'ose même pas dire en combien de temps tu les as fait, ces 2 kilomètres. en 38 minutes. Voilà, no comment. Alors, tu parlais beaucoup, Ingrid, de tes rituels, tes habitudes qui t'ont amené là où tu es. Est-ce que tu peux peut-être nous parler d'influences, de rencontres, d'autres rituels, d'autres habitudes que tu as mises en place et qui t'ont accompagné sur ton chemin et peut-être aidé à devenir qui tu es aujourd'hui? Alors j'ai beaucoup de rituels. Je pense que c'est extrêmement important pour pouvoir prendre soin des autres, de prendre soin de soi-même. Donc chaque jour, je prends soin de ma santé mentale, de ma santé physique. On vient d'en parler, je nage. Je mange sainement, ce qui me donne beaucoup d'énergie et je pense qu'il m'aide à me concentrer et à avoir une vraie balance. J'ai un travail, comme beaucoup d'entre nous, qui nous demande de nombreuses heures. Donc, je médite beaucoup chaque jour. Je lis, ce qui m'aide à garder une compréhension de ce qui se passe autour de moi. Donc, je ne lis pas que sur l'intelligence artificielle, mais aussi beaucoup de littérature. Ouais. Donc, tu as une vraie discipline qui te fait prendre conscience de la nécessité de t'occuper de ton énergie et de ta santé, mais pas uniquement la santé physique, la santé mentale, la santé émotionnelle, la santé spirituelle. Tu parlais de méditation. Tu médites depuis longtemps et ça prend de la place dans ta vie aujourd'hui? Mais moi, j'ai commencé à méditer très, 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 très jeune. Déjà au bord des bassins où il fallait pouvoir se centrer, à pouvoir avoir la capacité de faire abstraction de tout ce qui était autour de moi pour pouvoir me concentrer sur la compétition, sur la minute où il fallait être à 100%. Mais c'est quelque chose qui est absolument primordial. Dans tes influences, tu me disais que les rencontres pour toi avaient été déterminantes. Tu as eu très tôt beaucoup de mentors, des gens qui t'ont accompagné tout au long de ta vie et de ta carrière professionnelle. Comment tu as pris conscience de ça et comment tu as mis en œuvre en fait ces accompagnements quelque part tout au long de ta vie et ta carrière? Donc à chaque étape de ma vie, j'ai su m'entourer de personnes exceptionnelles qui avaient toute une passion commune, c'est aider les autres.
que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Pour m'échapper des Pyrénées, j'ai dû m'appuyer sur des personnes qui m'ont vu, qui ont cru en moi, qui m'ont donné une chance, qui m'ont tendu la main et qui m'ont donné confiance en moi pour me dire oui, tu peux étudier. Très rapidement, j'ai réorienté ma vie vers une école de commerce pour finaliser mon master en HEC entrepreneur. Donc, j'ai eu cette capacité et vulnérabilité de dire j'ai besoin d'aide. Je suis perdue. Je ne sais pas où je vais. Donc, dans le monde de l'entreprise ou personnel, j'ai développé des liens étroits avec des nombreux mentors. Des personnes qui, comme je le disais, étaient passionnées pour aider les autres, mais il a fallu que moi, j'exerce cette voie et que je puisse affirmer cette envie, ce besoin, cette curiosité d'apprendre et de pouvoir être aidé. Donc, j'ai travaillé, comme nous le disions avant, par les 4 géants de la tech, IBM, Dell, Microsoft et Google. Donc, dans chacune de ces entreprises, j'ai toujours cherché, dès le premier jour, de me rapprocher de personnes qui m'inspiraient d'un point de vue charismatique, d'un point de vue générosité, d'un point de vue performance, d'un point de vue excellence au niveau de leur travail. Donc, j'ai rencontré ces anges sur mon chemin qui ont pu apprécier mon éthique, mon travail, mes valeurs, qui m'ont donné l'opportunité de les suivre, de les accompagner, de les écouter, ou juste pouvoir m'asseoir et de pouvoir observer leurs talents. C'est assez singulier, Ingrid, en t'écoutant, je me dis qu'on a tous ressenti à un moment donné de nos vies le sentiment d'être perdu. Tu l'as exprimé. Mais on n'a pas tous eu cette clairvoyance de se dire il faut que je me fasse accompagner, il faut que je trouve un mentor. Donc, comment toi, tu as eu cette conscience de te dire que les autres pourraient t'aider et qu'il fallait impérativement que tu trouves un mentor, un coach, quelqu'un qui puisse t'aider à passer à la prochaine étape? Mhm. Alors c'est assez intéressant parce que j'ai eu beaucoup de doutes étant jeune, mais toujours très accompagnée de certitudes, ce qui peut être parfois un peu déconcertant. Et étant enfant, alors je vais partager quelque chose de très personnel, mais j'ai toujours été la cible de nombreuses critiques. J'étais trop grande, j'étais trop directe. Arrivée aux États-Unis, j'étais trop française. Enfin, la liste est très très longue. Et c'est pas toujours facile d'être une femme dans un milieu d'hommes. Et donc, il a fallu que je puisse m'entourer de personnes qui comprenaient cet enfant, qui comprenaient cet adolescent, qui comprenaient cette femme et qui ont décidé de m'aider. D'accord. Pour toi, ça a été comme une évidence de devoir t'entourer de ces personnes qui ont pu te permettre de passer à la prochaine étape. Et je me demandais si le fait d'avoir été coaché très tôt aussi dans les bassins, dans ton rôle de championne de natation, ça n'avait pas été aussi un éveil à la puissance de l'accompagnement et du coaching. Absolument. Absolument. Et c'est pourquoi, dès que j'ai été diplômée du master HEC entrepreneur, j'ai voulu manager parce que je voulais quelque part être et travailler en équipe. Je voulais coacher. Je voulais déjà, j'avais cette ambition. Toutes mes équipes aujourd'hui qui travaillent avec moi, certains m'ont suivi de Dell à Microsoft, de Microsoft à Google et maintenant dans mon deuxième travail chez Google me suivent encore parce que je pense que j'ai réussi à développer ce sentiment d'appartenance, de famille, de joie, de camaraderie qui est, je pense, absolument important et dont nous avons tous besoin, de créer la famille que l'on choisit et celle qui ne nous juge pas et qui nous soutient de manière assez inconditionnelle. Tu parlais à l'instant de doute et d'incertitude. J'imagine que toi, comme beaucoup d'entre nous, tu as rencontré ces moments de doute et d'incertitude sur ton chemin. Est-ce que tu peux nous dire comment tu les as rencontrés et comment tu les as dépassés, surtout ces moments de doute et d'incertitude? Je les ai dépassés en les acceptant, en essayant d'être confortable tout en étant inconfortable et de pouvoir exprimer, je pense, vraiment avec une grande humilité, les challenges que je peux rencontrer à différentes étapes, que ce soit personnelles ou professionnelles, et de pouvoir m'entourer de personnes bienveillantes, des personnes empathiques qui n'avaient que le seul but de faire que ce chemin soit moins douloureux et de pouvoir m'aider à trouver mes propres réponses et des solutions. Donc là encore, l'accompagnement, t'entourer des personnes bienveillantes, des personnes qui t'emmènent vers la lumière plutôt que vers l'ombre et qui te sortent du chemin de l'incertitude. Est-ce que tu as d'autres trucs que tu pourrais partager avec nos auditrices et auditeurs qui te permettent de contourner ces difficultés, ces moments de doute, ces incertitudes? Moi, je pense que c'est un état d'esprit. Il n'y a jamais de choses qui ne peuvent pas être résolues et d'avoir cette positivité constante qui attire les gens à vous, je crois, et qui leur donne envie de faire un petit bout de chemin ou un long bout de chemin à vos côtés et
égaie la vie et qui la rend plus douce et joyeuse. Est-ce que tu peux peut-être nous partager des techniques très applicables qui peuvent nous permettre de développer cet état d'esprit d'ouverture et positif? Je pense qu'un élément très important, c'est de pouvoir étudier les échecs et de pouvoir comprendre ces échecs et de pouvoir faire en sorte que ces échecs ne soient pas renouvelés et que la personne et les équipes puissent comprendre que c'est OK d'avoir des échecs, mais qu'il faut apprendre de ces échecs et ne pas les renouveler une deuxième fois. Donc, en fait, ces techniques-là, c'est de pouvoir, d'un point de vue coaching, avec mes managers et les contributeurs individuels, c'est de pouvoir toujours faire du post-mortem, analyser les situations, apprendre rapidement et ne plus faire ces erreurs une deuxième fois. Je pense que ça, c'est une technique de coaching qui marche beaucoup. Donc le fait de trivialiser quelque part l'échec, le rend normal à partir du moment où on peut apprendre de nos échecs et nous permettre de rebondir positivement. Et donc cultiver cet état d'esprit en disant échouer c'est OK, mais apprendre de ces échecs nous permet justement d'accéder à cet état d'esprit plus d'ouverture et de Absolument. positivité. Donc c'est le fail fast qui est, je pense, très positif. Donc en français dans le texte. C'est cette capacité d'un point de vue leadership de dire que nos équipes peuvent échouer, le normaliser, mais de dire il faut échouer rapidement pour pouvoir implémenter une nouvelle stratégie, une nouvelle solution pour aller de l'avant. Ouais. Et c'est valable dans le milieu du business comme dans nos vies. On peut tout à fait, implémenter cet état d'esprit dans nos vies du quotidien également. Avec l'expérience que tu as maintenant, Ingrid, quels conseils t'aurais à donner à quelqu'un qui cherche à entamer son propre chemin de transformation ou qui est sur le chemin et qui souhaite continuer à se développer, à se transformer, à évoluer? Alors, un des conseils les plus merveilleux que m'ont donné mes coachs, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel, c'est la première étape, c'est de se connaître soi-même. Il est impossible de se développer ou d'appliquer un growth mindset si on n'a pas fait au préalable une exploration intérieure. Moi, j'ai passé de nombreuses années à chercher qui j'étais, à définir, mais vraiment spécifiquement sur le papier, ce que je voulais et ce que je ne voulais pas, qui j'étais, quelles sont mes valeurs et ce que je pouvais apporter ou les choses que je devais développer sur ce chemin-là. Ça serait vraiment la première étape. L'exercice des valeurs, super intéressant, et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé sur ce podcast, la nécessité de mieux se connaître et de rentrer en congruence avec nos valeurs profondes, celles qui nous animent, celles qui nous motivent. Est-ce que toi, tu as d'autres choses à partager sur la manière de mieux se connaître? Je pense que d'un point de vue personnel ou professionnel, c'est de poser des questions difficiles aux gens qui nous entourent. C'est-à-dire, quelles sont les qualités que tu aimes chez moi? Quelles sont les qualités que tu n'aimes pas chez moi ou celles que tu aimerais voir évoluer? J'ai toujours demandé à mes patrons ou mes grands patrons, première chose, c'est qu'est-ce que je peux améliorer? Toujours le stop, start, continue. Et donc, c'est toujours venir avec vraiment beaucoup d'humilité. Je pense que ça a toujours surpris les gens. Je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, que j'ai beaucoup de choses à apporter également. Mais ce côté humble a surpris les personnes qui ont dit j'ai envie d'investir, puisque ils ont vu une authenticité où j'allais vers eux avec des questions difficiles, puisque je devais me mettre devant un miroir et pouvoir accepter les choses que je devais pouvoir changer ou modifier parfois. Et je pense que c'est une arme très forte. Donc, ce que je retiens, c'est effectivement non seulement faire une introspection personnelle, se poser ses propres questions et essayer d'y répondre soi-même, mais que parfois on a ce qu'on appelle des blind spots, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours clairvoyant sur nos propres forces et nos propres axes de progrès. Et donc, demander aux autres de faire cette introspection pour nous, quelque part en leur demandant du feedback honnête et constructif sur les choses qu'ils reconnaissent positivement de notre personnalité, de qui on est, mais aussi les choses sur lesquelles on doit progresser pour atteindre nos objectifs et se transformer dans la version de nous-mêmes qu'on aspire à être. C'est ce que je retiens et c'est ce que tu dis. Et toi, tu t'étais entouré de mentors qui t'ont donné ce feedback extrêmement franc et constructif qui t'a fait progresser. Absolument. Et alors souvent, j'ai dû faire preuve d'une grande humilité et j'ai aussi parfois fait preuve de beaucoup d'arrogance. Vouloir sortir d'une école de commerce et dire « je veux être manager ». Et lorsque ton mentor te dit « non, tu n'es pas prête », et il faut que tu l'entendes. Et ça provoque parfois, par le manque de maturité, des réactions inappropriées, immatures, mais qui sont nécessaires, qui aident à grandir dans ce chemin.
Ingrid, on arrive à la fin de cet échange. Néanmoins, moi, je suis très intrigué sur à quoi pourrait ressembler la suite du chemin pour toi. En fait, tu as déjà accompli beaucoup. Est-ce que tu l'as imaginé? Comment tu envisages la suite du chemin? À quoi il ressemble? J'ai envie qu'ils me surprennent. Et donc, j'évalue les opportunités lorsqu'elles se présentent, ou parfois, lorsqu'elles ne se présentent pas, je vais les chercher. Aujourd'hui, je suis très épanouie et donc, au lieu de grandir vers le haut, je grandis de manière, on va dire, horizontale, ce qui me nourrit profondément. Et lorsque je suis rassasiée sur une opportunité ou un moment de ma vie, c'est là où je lève la tête et je regarde ce qu'il se passe autour de moi et j'ouvre d'autres possibilités, d'autres opportunités. Donc, je ne sais pas, peut-être un autre continent avec d'autres apprentissages, mais je reste très ouverte à ce qui peut s'offrir à moi. C'est intéressant ce concept de croissance horizontale. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de à quoi ça peut ressembler pour toi, cette croissance horizontale? C'est aller plus dans la profondeur? Tout à fait. C'est effectivement grandir et approfondir les connaissances que l'on a acquises et d'exceller. Je prends un exemple. J'ai géré des équipes, donc manager de premier niveau, et depuis 1 an et demi, je gère des leaders, des gens qui sont beaucoup plus expérimentés que moi, qui ont des carrières extraordinaires. Et donc aujourd'hui, malgré le fait que j'ai déjà été amenée à gérer, je dois apprendre à gérer de manière différente et des profils et des personnalités différentes. Et cela requiert pour moi de réévaluer mon style de management, mon style de communication, mon style de coaching. Ouais, et c'est aussi une manière quelque part de consolider, comme tu le disais, les acquis, de se rassurer sur vraiment la maîtrise de connaissances, de compétences, de comportements avant d'envisager même de pouvoir passer à la prochaine étape et le faire de manière beaucoup plus, je dirais, Oui, sûre. absolument, absolument. Je pense que l'expérience est importante. Je l'ai beaucoup sous-estimée au début de ma carrière, où j'avais l'impression de savoir. 15, 10 ans, 20 ans après, non, on ne savait pas. Et aujourd'hui, cette connaissance, elle a grandi, elle s'est approfondie, et elle est devenue, apporter de la crédibilité à ce que l'on fait. C'est pour ça que je me mets souvent dans des situations inconfortables sur des nouveaux métiers ou nouvelles opportunités qui me permettent justement de ne pas être dans une zone de confort. Et c'est là où je grandis le plus, lorsque je suis un petit peu inconfortable, ou tout simplement où je mets à l'épreuve mes connaissances. Ingrid, on arrive à la fin de notre entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter qu'on n'aurait pas abordé? Oui, il y a effectivement quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Il y a quelques années, durant la pandémie, j'ai eu l'opportunité de rencontrer une personne incroyable qui est devenue mon mentor par la suite, Jacques Attali. Donc je me rappelle parce que c'était assez improbable. On a une arrivée sur New York, une conférence qu'il donnait. Moi, dans l'incapacité de pouvoir participer à cette conférence, et j'ai eu l'audace de me rapprocher donc de la personne qui organisait l'événement. Et j'ai demandé à avoir un entretien avec Jacques. Et là, nous nous sommes rencontrés pour la première fois et un grand coup de cœur. Et un jour, Jacques me propose de partager une envie commune de donner de notre temps à des personnes dans le besoin. Donc, depuis 3 années, je suis devenue la présidente et la chairwoman de Positive Planet, qui est une organisation caritative, afin de pouvoir aider les femmes dans le besoin de sortir de la pauvreté au travers de l'entrepreneuriat. Pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient contribuer à cette organisation caritative, est-ce qu'il y a un moyen pour nous de contribuer à ce mouvement? Donc effectivement, vous pouvez, si vous le souhaitez, participer à ce projet d'aider les femmes dans le besoin et les aider à créer leur emploi. Et les premières donations peuvent se faire au travers de notre site internet positiveplanetus.org. Merci Ingrid. Merci Thierry de me donner cette très belle opportunité. Ingrid, il y a une tradition dans ce podcast. Avant de se quitter, je vais te soumettre au feu nourri de questions que j'appelle des questions mitraillettes. Alors l'idée, c'est de répondre à un maximum de questions en moins de Mon 10 Dieu. minutes. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Alors qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? Les Éthiopiques, Léopold Sédar Senghor. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ou influencé dans ta vie? Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? Schubert, l'Ave Maria. Quelle est ta citation préférée? Chi va piano va sano va lontano. Ok, tu peux nous traduire pour ceux qui parlent pas italien. Qui va doucement va sereinement et arrivera loin. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Mon grand-père m'a toujours inspiré énormément, et encore aujourd'hui. Que voulais-tu faire quand tu étais petite? Je voulais être juge pour enfants. Comment commences-tu ta journée? Je lis le journal,
et je vais nager. Quel talent aimerais-tu avoir? Jouer du piano. Quelle est ta plus grande force? La résilience. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? Ne te laisse jamais abattre. Quel est ton meilleur remède contre le stress? Nager. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans? Que tout est possible. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Le mensonge. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Avec beaucoup de joie, de rire autour de moi. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Oh, ben je changerai le système de la santé aux États-Unis. Qu'est-ce que la femme d'aujourd'hui aurait envie de dire à la petite fille que tu étais à 10 ans? Everything is going to be all right. Alors en français, on dirait rassure-toi, tout va bien se passer. Et qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode? Nicolas Sekaki. Ok, merci Ingrid. Merci d'avoir inauguré le premier podcast transatlantique de C'est le chemin qui compte. Bonne fin de journée à Miami. Merci beaucoup, Thierry. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Ingrid. Premièrement, pour pouvoir prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de nous-mêmes, en maintenant une bonne santé physique et mentale au travers de rituels comme l'activité physique et la méditation. Deuxièmement, en cas de difficulté, ayons cette capacité et cette vulnérabilité de dire que nous avons besoin d'aide et d'avoir recours à des mentors pour nous assister sur nos chemins de transformation. Troisièmement, pour cultiver un état d'esprit d'ouverture tourné vers la croissance, acceptons nos échecs, étudions-les pour bien les comprendre, les dépasser et ne pas les renouveler. Échouons, mais échouons mieux et plus rapidement. Quatrièmement, pour mieux se connaître, posons les questions difficiles aux gens qui nous entourent pour savoir ce qu'ils aiment chez nous, mais aussi ce que nous pouvons améliorer. Le fameux Stop, Start, Continue. Enfin, pour se développer, considérons d'autres approches que la seule approche verticale. L'approche horizontale permet d'approfondir nos connaissances et de consolider nos acquis tout en renforçant notre confiance et notre crédibilité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.